Oui, bonjour, André Fertier, président de Sémaphore. Puisque la question posée par ces rencontres, c'est les droits culturels dans la loi et après. Alors dans la loi, tout particulièrement dans la loi NOTRe, qui est quand même la nouvelle organisation du territoire de la République. Je trouvais très intéressant l'intervention qui évoque à Rennes cette nécessité, d'une part, d'états généraux sur un territoire et aussi de co-construction. Donc comment on pourrait envisager, donc c'est une question que je pose, pour faire en sorte, pour avancer sur le plan politique au sens des modalités organisationnelles pour vivre dans la cité, pour la vie de la cité, quelles seraient les propositions, d'une part en termes d'égalité de traitement, d'égalité d'accès aux services publics, donc quelles seraient les propositions pour que très concrètement, il y ait une vraie dynamique de co-construction sur les territoires, et quelle réponse apporter, puisque la culture est dans la clause de compétence générale, pour le pilotage sur les territoires, les collaborations entre les collectivités, entre elles et aussi avec l'État. Et du coup, donc, quelle instance peut être proposée en termes d'instance de concertation qui associe réellement, j'insiste sur le mot réellement, les habitants, parce que il y a par exemple un secteur qui n'a pas été évoqué à aucun moment, le secteur médico-social. On parle beaucoup du secteur social, mais dans le secteur médico-social, ce sont aussi les personnes polyhandicapées dans des maisons d'accueil spécialisées, des lieux de vie, les personnes âgées en perte d'autonomie dans les maisons de retraite. Et pour conclure, moi je dirais qu'on parle beaucoup par rapport au problème de la diversité culturelle, on parle notamment d'insécurité culturelle. Moi, à l'âge que j'ai, je ne me sens pas en sécurité sur le plan culturel si demain j'entre dans une maison de retraite. Je pense que mes activités, mes pratiques artistiques, je ne suis pas certain de me sentir très en sécurité, voyez-vous. Et donc, j'aimerais que sur le plan politique, on fasse des propositions pour que la garantie de continuité soit garantie réellement. Voilà. Et puis, un dernier mot, on parle beaucoup d'artistes. Je pense, moi-même, je suis artiste, donc je ne vais pas cracher contre les artistes. Mais je pense que la politique culturelle ne doit pas se résoudre, enfin se restreindre parfois, à une politique d'intégration professionnelle des artistes. C'est-à-dire qu'il y a la question des enseignants. Accéder à la culture, respecter les droits culturels, c'est pouvoir accéder à l'instruction, comme Patrice Meyerbeer a évoqué un peu, mais à l'éducation et donc aussi à l'enseignement artistique. Et pour l'enseignement artistique, ce ne sont pas fondamentalement les artistes, ce sont des enseignants de musique, de danse, de théâtre, etc. Merci beaucoup. Oui, alors pour dire qu'évidemment, il n'y a pas de modèle qui peut se décliner, de concertation qui peut se décliner sur tous les territoires. Hein. Je pense que chaque territoire a son histoire, ses forces, et puis chaque territoire est là où il en est dans sa vie culturelle. Il y a des facilités dans certains plus que dans d'autres pour mettre en débat et réunir les personnes. En tout cas, il y a une démarche qui peut être partagée quand même par tous et j'espère par tous les élus, qui est cette démarche d'associer vraiment l'ensemble des parties prenantes à la vie culturelle. Je pense qu'il faut dépasser le format assise de la culture, on réunissait que le secteur culturel et il est important, alors ça peut s'appeler états généraux comme d'autres formules, hein, mais en tout cas de vraiment s'intéresser à la parole de l'ensemble des personnes concernées par la vie culturelle et donc aussi bien la communauté éducative, le secteur social que bien sûr les habitants de l'ensemble du territoire. Donc ça c'est vraiment une posture importante et à partir de là, ce qu'on a fait à Rennes et ce que je recommanderais également, c'est de faire appel aussi à un cabinet qui accompagne la démarche. Ça peut pas être la ville toute seule qui garantit le bon fonctionnement du processus de concertation et on a besoin d'être accompagné et que cet accompagnement se fasse de façon la plus transparente possible en associant des représentants des différentes personnes présentes et participants. On avait comme ça un conseil consultatif des États généraux qui a accompagné toute la démarche du début à la fin et qui garantit à tous qu'il y a bien la prise en compte de l'ensemble des paroles exprimées et que les conclusions sont bien le reflet de ce qui s'est dit dans ces rencontres. Voilà, c'est des garanties, des éléments de méthode qui peuvent être partagés, je pense, par l'ensemble des collectivités. Oui, bonjour, Lucie Orbi, secrétaire générale du réseau 50 degrés Nord. Je suis également membre du comité de pilotage du collectif régional agriculture des Hauts-de-France.
également commissaire d'exposition indépendante et membre d'un certain nombre d'associations. Je tiens effectivement à cette pluriactivité qui m'est très chère. Je souhaitais simplement rebondir sur 2 points. Premier point, je pense que nous avons complètement écarté la question du développement de l'esprit critique, qui, en tout cas, je ne l'ai pas entendu. Donc, j'aimerais bien vous entendre, en tout cas, sur cette question. Il me semble que Nage en a parlé un peu, mais bon. Oui. Développement de l'esprit critique comme moyen d'action pour les droits culturels, qu'on vous comprenne bien. Tout à fait. En fait, pour ma part, effectivement, les droits culturels, c'est quelque chose qui fait partie, en tout cas, d'une certaine de pratiques, en tout cas, qui sont les miennes à l'heure actuelle. Pour autant, en effet, je trouve qu'il est intéressant aujourd'hui de développer le croisement des cultures, mais aussi pour, en tout cas, un projet artistique et culturel, de favoriser, en tout cas, le développement de l'esprit critique. Donc, voilà, j'aurais aimé entendre un peu plus, en tout cas, les participants sur cette notion-là. Si quelqu'un veut réagir à la table, peut-être, ou Patrice Meyer-Beach, oui. Oui. C'est moi qui suis. Enfin, juste un mot, oui, parce qu'on appelle ça, nous, le respect critique, puisque dans chaque référence culturelle, on a l'expérience d'une admiration, quelque chose qui est formidable, et en même temps, effectivement, la libération de la critique. Mais une critique qui se fait dans les règles de l'art, comme on dit en général. Si on ne peut pas critiquer n'importe quoi, n'importe comment, ça n'a aucun intérêt. Donc, il y a une critique dans le sens de « je rentre dedans pour pouvoir rentrer dedans », si on peut me passer l'expression. Voilà. Juste encore un tout petit mot sur la question qui était posée à Benoît. Moi, j'aime bien pour la ville de Rennes, la devise, c'est pas vivre ensemble, parce que les systèmes totalitaires, ils veulent aussi que tout le monde vive ensemble. Hein. C'est vivre en intelligence, dit la ville de Rennes. Et je pense que c'est là qu'il y a la diversité. Donc, la première obligation, vous avez dit plusieurs fois, les droits culturels ne sont pas opposables. Ils sont opposables en droit au tribunal, dans certains cas. N'est-ce pas ? Alors, ils s'opposent entre eux comme tous les droits de l'homme s'opposent entre eux. Ils sont tous en dialectique, c'est-à-dire qu'ils se complètent mutuellement, se structurent mutuellement, comme des libertés qui sont obligées de s'élever, puisqu'en respectant la liberté des uns, je suis obligé de m'élever. Mais donc la première obligation qui est générale, c'est ce que dit Benoît, je le redis autrement, c'est vraiment une logique d'inventaire. Il faut aller chercher où sont les richesses culturelles dans un territoire. Et ça, c'est la première obligation. Et après, les politiques concrètes, elles vont émerger de là. J'ai pas fini. Je voulais simplement aussi revenir sur la question de l'expression. On a beaucoup parlé de paroles, mais moi qui suis issue justement d'un secteur qui apporte justement une expression qui est plastique, je souhaitais, aussi évoquer le fait que avant même de nommer en tout cas une expression en soi, je pense qu'il faut aborder l'hybridité des formes d'expression actuelles telles qu'elles sont développées autour de nous. Merci. Jean Caunes, je suis à la fois animateur et initiateur d'une initiative avec mon camarade Alain Manac, mais on doit être peut-être 2 ou 3 autres, à Grenoble, sur quelque chose qu'on a appelé le Forum des Lucioles, en 2 mots. C'est d'abord un hommage à Pasolini et à sa phrase de 75 où il disait dans notre société, les lucioles ont disparu, c'est-à-dire ces petites lumières qui pouvaient éclairer la vie quotidienne et la réflexion des gens au profit des grandes lumières, des grands projecteurs, de l'état spectacle ou d'arpentation qui imposent une certaine manière de voir et qui au fond bornent, limitent, font régresser la dimension de la personne. Alors un sentiment à vous écouter, c'est le sentiment de plaisir, de bonheur, de ressourcement, de voir qu'il y a des expériences en France où on peut rencontrer des élus, des animateurs du social, des artistes, et le regret, qu'à Grenoble, où il y avait une
expérience d'une trentaine d'années sur ce travail dans les quartiers, dans la relation entre l'éducation populaire et l'expression artistique, d'avoir eu à se battre et à mettre en place ce qui aurait dû être mis au fond par le politique. Donc ça, le sentiment d'être venu là en me disant on n'est pas seul, nous on a eu le sentiment d'être un peu seul à Grenoble, d'être abandonné par les forces politiques auxquelles on croyait, d'être non pas abandonné par les équipes artistiques, mais vu avec un peu de méfiance par rapport à cette question du communautarisme. Il me semble qu'il y a au moins 3 combats aujourd'hui de nature politique, idéologique et réflexive. Vous en avez pointé un. Moi, je ne crois pas du tout à ce qu'il y ait dans cette défense de la diversité culturelle qui passe par les droits culturels, la crainte d'un communautarisme, c'est-à-dire d'une idéologie qui va imposer à ceux qu'on rentre parfois de force ou par la contrainte, tout simplement par l'évidence, dans une communauté dans laquelle ils ne se retrouvent pas du tout. Et on le voit bien, il suffit aujourd'hui d'avoir un nom d'ascendance maghrébine pour qu'on le qualifie, sans lui avoir d'ailleurs demandé son avis, d'être partie prenante de la communauté arabo-musulmane. Je crois qu'il y a un vrai boulot à faire, parce que le communautarisme tel qu'on peut le connaître, c'est précisément dans des communautés dites ethniques ou linguistiques d'imposer à la personne de se conformer à des cultures inauthentiques. Vous parliez, je crois, vous parliez de la réflexion de Sapir. Oui, Sapir distinguait culture authentique et culture inauthentique. La culture inauthentique, c'est celle qui ne correspond pas à un mode de vie, à un mode d'expression de la personne et auquel on impose d'en haut. Donc il me semble que là, il faut se battre. Deuxièmement, je crois qu'il faut aussi se battre contre le monopole du politique ou le monopole d'un certain nombre d'institutions culturelles qui pensent être représentatives de la diversité, alors qu'ils vont programmer en zeste, en petites choses qui sont des cautions, des alibis. En réalité, je pense qu'on a à se battre de la même manière que sur le plan culturel contre cette idée monopolistique qui correspond à dire la démocratisation culturelle, voilà la voie royale pour que chacun puisse s'ouvrir aux biens culturels. On a peut-être encore entendu, et on continue d'entendre par les autorités les plus hautes de cet État. Et oui, alors troisièmement, c'est aussi... merci Anne, mais enfin bon... La pente est glissante. C'est aussi se battre aussi contre une certaine vision des institutions culturelles, parce qu'il me semble qu'elles ont peur, lorsqu'elles entendent le droit culturel, de se voir dépossédées de ce qui serait leur droit naturel à tenir compte de la diversité des publics. Voilà. Bonjour, je suis Ferdinand Richard, je prendrai la parole cet après-midi, j'ai l'honneur d'être à cette tribune. Je veux juste rebondir sur la question de Marseille. J'habite moi-même dans les quartiers nord depuis 27 ans et j'ai suivi toute l'émergence du hip-hop depuis 1993. Donc je connais un petit peu le sujet. Je ne voudrais pas qu'on fasse trop d'angélisme sur ce qui se passe actuellement dans les quartiers de Marseille. J'étais moi-même élu d'arrondissement, donc il y a la position de la préfecture aujourd'hui sur la redistribution de la politique de la ville reprend les mêmes vieilles habitudes, c'est-à-dire qu'elle va repérer quelques institutions culturelles proéminentes, dont celle à laquelle j'appartiens, la Friche Belle de Mai, et elle va donner l'argent à cette structure, charge à elle de retrouver des partenariats ici ou là dans les quartiers. Donc il y a une espèce d'intermédiaire culturel professionnel qui parfois donne des effets très néfastes. Je vous donne un exemple très clair. En 2013, capitale culturelle, Marseille, 95 millions d'euros dépensés sur le territoire. Il y a eu une volonté très louable de faire travailler des artistes avec les gens des quartiers et en particulier la Busserine où se trouve le théâtre du Merlan. Ça s'est terminé par la mise à feu de l'œuvre collective. Les gens étaient en colère. Non pas parce qu'ils n'aimaient pas l'idée de travailler avec des artistes qui venaient les rencontrer pour créer une œuvre nouvelle, ça leur plaisait bien, mais parce qu'il y a eu un moment, il y a eu une négociation, que si on ne comprend pas ce problème-là dans les quartiers, on ne peut pas avancer. Les associations de quartiers qui ont été associées à ce projet ont eu, à mon avis, la légitime demande de dire, puisque les artistes qui viennent nous voir sont payés quelque part par Marseille Provence 2013, nous souhaitons aussi être payés pour le travail que nous allons faire. Ça ne s'est pas passé.
ça a été très mal négocié, ça s'est très mal terminé, puisque les gens ont mis le feu à l'œuvre collective qui était au milieu de ce quartier. Tout ça pour dire qu'on est encore dans des politiques non négociées, quelque part, quand on s'approche de ces quartiers, et que même si on a envie... Alors, je sais ce que est en train de faire le Théâtre du Merlan, je trouve qu'on reprend les choses dans le bon sens, mais on n'est pas encore au bout de la peine, et je suis quand même très effrayé, j'allais dire, de la manière dont se délite, continue de se déliter le contrat social et le contrat culturel qu'il y a dans ces quartiers. Aujourd'hui, ça va pas bien dans ces quartiers. Oui, alors, le Théâtre du Merlan fait certainement des choses, il n'est pas le seul, il y en a d'autres, mais on a en face de nous un rouleau compresseur qui d'ailleurs a des racines dans le business international. J'y reviendrai cet après-midi sur le travail de Farida Chahid à ce sujet. Les droits culturels, c'est aussi... Oui, ça serait bien que la parole tourne un petit peu, si ça ne nous ennuie pas. J'ai parlé beaucoup moins que d'autres, puis là je dis des choses très concrètes, il me semble que c'est important de les souligner. Voilà. On reste dans le concret, on a dit, donc je vous les donne. Mais je reviendrai cet après-midi. Excusez-moi d'avoir été beaucoup trop long. Bonjour, je m'appelle Fulvio Caccia, je suis le directeur fondateur de l'Observatoire de la diversité culturelle ici, basé à Paris. Je suis également écrivain. Voilà, ma réflexion est plutôt générale. J'applaudis évidemment à l'inscription de ces droits culturels à l'intérieur d'une loi. Mais je m'interroge sur la dimension nationale. Évidemment, tout ça s'inscrit dans le cadre de l'État-nation. Quid de l'Europe? Quid justement de la définition au sens propre du terme? C'est-à-dire que les droits culturels me renvoient à cette notion d'affinité élective qui fonde, comment dire, justement les liens sociaux, les liens culturels, les liens liés à l'identité aussi, à la représentation, à l'identification, mais ils doivent être pensés dans un autre cadre que l'État-nation. Et là, ce qui m'interroge, c'est qu'on est encore, évidemment, c'est là où on a le levier, mais le rapport à l'Europe, c'est quand même fondateur et ça me semble être absent de cette réflexion. Voilà, merci. Oui, bonjour, Joël Lécussan, coordinateur d'un espace projet à Toulouse qui s'appelle Mixar Miris, lieu intermédiaire, maintenant comme on les qualifie, enfin comme on a failli les qualifier plus exactement, anciennement nouveau territoire de l'art, comme là ils ont été qualifiés, mais peut-être de manière trop peu durable, et dont je voulais faire part du déceptif que j'ai eu dès l'entrée dans ces rencontres, déceptif lié à cette fameuse retenue que ne comprend pas Philippe Berthelot, et je le rejoins énormément à cet endroit-là. Effectivement, comment se fait-il qu'il y a tant de résistance, tant de retenue sur des notions aussi fondamentales que ces droits humains, dont ces droits culturels? Comment se fait-il qu'on ne soit toujours pas capable de franchir ce pas vertigineux de la démocratisation culturelle à la démocratie culturelle? Comment se fait-il, quand il y avait une opportunité, au-delà de cette notion de droit culturel pour lesquels on s'est battus les uns les autres, au sein du FISC, au sein de la FRAP, de Art Factory d'autre part, etc., enfin tous ces réseaux et fédérations, comment se fait-il que ce qui est apparu dans la loi, notamment les lieux intermédiaires et indépendants, comme étant des creusets, au-delà de grandes institutions comme peuvent le tenter le Merlan, en changeant de direction, en changeant de réalité, de paradigme, en tant que grande institution, comment se fait-il que ces lieux intermédiaires indépendants qui apparaissent dans la loi, tout d'un coup se retrouvent traduits par ateliers de fabrique artistique? Je vous avouerai que là, il y a eu un déceptif assez énorme. Alors, ça peut être intéressant, hein, les ateliers de fabrique artistique. Mais la notion d'intermédiaire et indépendant avait l'avantage et l'intérêt, justement, en articulation également avec ces notions de droit culturel, de faire intermédiation, de faire intermédialité. Donc de faire tout ce qu'on essaie là d'évoquer, de visibiliser dans cette notion du faire ensemble, dans cette notion de écouter la personne, d'être avec la personne, de faire personne soi-même. C'est ça l'enjeu de ces lieux-là. C'est ce qui s'y passe depuis déjà plusieurs années et de manière persistante. Des lieux ferment et d'autres ouvrent encore et ouvriront encore. Il y avait là l'occasion enfin de reconnaître ce mouvement. Vu la durée, on peut considérer que ça fait mouvement. Alors pas au sens de l'histoire de l'art, mais peut-être justement d'une nouvelle histoire à écrire. Et puis non, on rate le truc. Et on se recentre sur le sacro-saint propos du ministère de la Culture, la création.
Alors oui, évidemment que la création est importante, évidemment que le geste artistique est essentiel, mais si on ne le problématise pas, si à un moment donné on ne le met pas en articulation, en tentative d'intelligence partagée, ben la création, elle ne servira pas à grand-chose, et en tout cas, effectivement, elle ne nous fera pas avancer sur les problématiques du moment. Donc, j'avais envie de partager ce déceptif double, démocratisation, démocratie, lieu intermédiaire indépendant avec tout ce qui suppose de tentatives de faire ensemble, et atelier de fabrique artistique. Oui, la route est longue. Oui, mais il serait temps d'accélérer quand même, quoi. Je ne pense pas qu'on ait dit que les quartiers nord étaient roses, ni Christophe, quand il a parlé de la richesse, il parlait de la richesse culturelle de toutes les personnes qui habitent là. Et je pense qu'en ayant fait la cartographie, en tous les cas au niveau du pourcentage de la population qui constitue 250 000 habitants, j'ai posé quand même déjà la base de ce qu'étaient les quartiers nord.